Bonjour, bienvenue à la série des balados. Mais pourquoi au fait? Donc, la question du jour, pourquoi les entreprises doivent-elles mesurer leur empreinte de biodiversité? Question sur laquelle on va s'étendre dans les prochaines minutes. Moi, c'est Vanessa Vira, je suis biologiste et chargée de projet en environnement pour la firme Nordacello. Et bienvenue au balado numéro 3. Pourquoi les entreprises doivent-elles mesurer leur empreinte de biodiversité? Aujourd'hui, la crise systémique que nous vivons et que la Covid-19 en plus a révélé plus fortement nous oblige tous à nous réinventer et à rendre possible ce qui n'était prétendument pas. Alors on le voyait dans le dernier balado, le secteur financier par exemple a commencé à mieux appréhender le caractère essentiel du capital naturel dans la pérennité de ses propres activités. Et à l'image des acteurs financiers, les entreprises elles aussi prennent peu à peu conscience que la préservation de la biodiversité est un facteur crucial à intégrer au cœur même de leur stratégie d'affaires et de leur processus de production. Et l'intérêt d'une telle démarche, il est multiple. On va voir que ça permet de se démarquer au niveau de l'innovation, la résilience des activités et même de leur compétitivité. Donc, il y a 3 grandes tendances, je pense, qui poussent les entreprises à mesurer leur empreinte biodiversité. Et la première, c'est qu'il faut faire ce pilotage des risques et des opportunités opérationnelles et du marché, pour pouvoir se comparer et évaluer un petit peu les enjeux. Après, parce qu'il y a une demande des investisseurs, encore une fois, on l'a introduit au dernier balado, ces investisseurs-là vont de toute façon exiger et sinon réaliser des évaluations qui seront non sollicitées. Et la troisième tendance, c'est qu'on a une future obligation réglementaire un cadre qui va être exigé, donc autant s'y engager le plus tôt possible. C'est un petit peu ça l'idée, là, les entreprises qui vont avoir une meilleure prise en compte de la production de la biodiversité dans leur modèle d'affaires vont leur permettre de se positionner sur des nouveaux marchés, sécuriter leur chaîne d'approvisionnement en matières premières, anticiper la réglementation, renforcer aussi leur attractivité, mais surtout accéder à des financements qui vont intégrer de plus en plus les critères extra-financiers. Comme par exemple les crédits à impact, ça c'est vraiment en vogue. Ce sont des crédits à impact positifs dont les taux sont indexés sur des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Donc l'enjeu, il y a un enjeu pour les entreprises et des tendances qui les poussent à mesurer leur empreinte biodiversité, mais il y a tout un avantage aussi à ce que ces entreprises s'y engagent en s'appuyant sur le rôle structurant des entreprises au sein de la société. On va impulser une dynamique de changement qui va permettre de mettre en œuvre la transition écologique. Il y a déjà tout un nombre d'initiatives à travers le monde qui ont émergé et qui sont encore en train de se développer pour avoir finalement une meilleure appropriation des enjeux écologiques et des impacts des entreprises en termes financiers et économiques au niveau de leur performance. Parce que la matérialité des risques qui est perçue par les entreprises est très tangible. Cette matérialité des risques, donc en lien avec la perte de biodiversité et des services écosystémiques. On peut avoir une baisse de productivité, des risques de catastrophes naturelles, des responsabilités juridiques, durcissement de la réglementation, l'image réputationnelle, donc nommez-les. Et c'est pourquoi plusieurs initiatives, je vous en citerai quelques-unes, là par exemple le TNFD, qui est le Task Force on Nature-Related Financial Disclosure. Ça, ce sont 62 acteurs financiers et entreprises qui vont finalement faire avancer les lignes directrices pour rendre visibles les risques financiers de la perte de biodiversité. On a aussi le Finance for Biodiversity Pledge. Ça, c'est plus un regroupement d'investisseurs qui se mobilisent pour un engagement pour la biodiversité. Business for Nature, c'est plus de 500 entreprises de 54 pays. Microsoft, Walmart, Ikea, H&M, AXA, donc qui appellent les gouvernements à agir pour lutter contre cette perte de biodiversité. Des initiatives plus axées sur la science, on a le Science-Based Targets for Nature,
Donc ça, c'est concrètement plus de 65 organisations avec des experts, 14 entreprises, 20 pays qui veulent mettre en place des guides destinés à aider les entreprises à évaluer, prioriser et mesurer leurs impacts sur la biodiversité. Pour n'en citer qu'un, un guide d'une autre initiative, le Capital Coalition, qui est quand même le regroupement de grands organismes de conservation comme BirdLife International, Fauna et Flora International, le programme en environnement des Nations Unies, et c'est chapeauté par l'Université de Cambridge. Fin septembre 2020, là, ils ont produit le guide Integrating Biodiversity into Natural Capital Assessment. Donc je mettrai les liens avec le balado du jour de toutes ces initiatives et des guides qui sont déjà produits parce que ce serait bien de pouvoir les consulter. Finalement, j'encourage les entreprises à les consulter. Bon, néanmoins, il faut comprendre que les niveaux d'engagement et la maturité des entreprises par rapport à cette conscientisation-là, elles sont assez hétérogènes. Hein, parce qu'on voit, par exemple, un usage encore très limité d'indicateurs sur la biodiversité dans les reportings extra-financiers. C'est d'ailleurs une lacune majeure pour poursuivre un objectif de transition écologique. Ça implique nécessairement une transformation forte et rapide des systèmes d'information utilisés par les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les règles qui encadrent ces suivis extra-financiers des entreprises, hein, donc, où sont consignées les informations sur les dimensions sociales et environnementales de leurs activités, elles souffrent en particulier d'une lacune qui est qu'elles ne permettent pas de rattacher véritablement les modèles d'affaires, donc qui reposent sur des bases financières, à des données extra-financières, comme l'impact sur la biodiversité. Et c'est un enjeu majeur. On pourrait parler d'éco-comptabilité aussi. Il faut que les entreprises mettent en place les moyens financiers et matériels de faire cet exercice qui n'est pas évident. Hein. La biodiversité est complexe. C'est sûr que comprendre les interrelations des activités de l'entreprise avec les services écosystémiques, percevoir les implications en termes financiers et extra-financiers, c'est très difficile, c'est complexe. Et cela illustre également la grande diversité des outils qui existent aujourd'hui et qui laissent les entreprises très perplexes quant au choix de la méthodologie la plus pertinente à adopter et à mettre en œuvre, compte tenu, encore une fois, de la compréhension et de la complexité de leurs enjeux et de leurs besoins. Hein. C'est très contextuel tout ça. Parce que des outils, oui, on en a une certaine... plusieurs qui sont opérationnels ou en développement. Des exemples d'indicateurs, le Globiophore, un des plus connus qui se base sur les objectifs d'Aichi, un indicateur de la biodiversité, et ce sera le sujet de notre prochain balado en passant, qui sera beaucoup plus technique là, cette fois-ci, mais ça doit suivre, évaluer ou rapporter des objectifs en termes de protection de la biodiversité. Donc, tous ces indicateurs n'ont pas la même prétention, les mêmes objectifs. C'est pour ça qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Hein. Ils sont au contraire complémentaires. Et il y a différents types d'utilisation que peuvent faire les entreprises par rapport à ces indicateurs. Pour en citer qu'un, par exemple, l'indicateur STAR, qui est le Species Threat Abatement and Recovery de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, mais lui c'est une unité très spécifique qui se base sur le risque d'extinction des espèces. D'autres indicateurs vont être à une échelle beaucoup plus grande au niveau de la population d'espèces, d'autres au niveau des écosystèmes. Donc on a différentes échelles et différents types d'utilisation pour les entreprises. Et comme je le disais, dans ce contexte, c'est difficile pour une entreprise de savoir auquel recourir et comment se comparer surtout au niveau de sa performance par rapport à un autre indicateur s'ils ne sont pas uniformisés, s'ils ne sont pas standardisés et universels.
D'où la nécessité de s'enligner, ça c'est certain, sur des engagements internationaux, comme ceux par exemple des objectifs d'Aichi, qui arrivent à terme, certes, là, en 2020, mais plutôt de s'enligner sur ceux de la COP15. La COP15, c'est la 15e conférence des parties signataires de la Convention sur la diversité biologique, qui va se tenir à Kunming, en Chine, en mai 2021. Et cette COP15 va fixer la trajectoire mondiale en termes de biodiversité pour les 10 prochaines années. Donc, c'est certain qu'on veut, à l'occasion de cette COP15, que les gouvernements manifestent un geste fort, significatif, par exemple en adoptant une norme positive pour la nature, qui est plus ambitieuse que la simple idée courante en ce moment véhiculée, qui est ce qu'on appelle le zéro perte nette. En ayant une norme positive pour la nature, on va contraindre les bailleurs de fonds et les entreprises à mener des actions de restauration en faveur de la biodiversité. Donc, tout ça m'amène à dire que ce n'est pas seulement les entreprises ne peuvent pas jouer un rôle isolé et seul. Hein. Les bottines doivent suivre les babines. Elles ne peuvent pas y arriver sans l'accompagnement des gouvernements. Mais le consommateur aussi, en fait, finalement, le simple citoyen a aussi un rôle à jouer. Hein, on accepte rarement de payer les choses à leur vrai coût, je pense à l'alimentation notamment. Mais c'est sûr que les gouvernements, en fait un peu nous-mêmes aussi en tant qu'électeurs, mais ne consacrent que des budgets pour l'instant minimes à la préservation de la biodiversité. On a juste à penser au budget alloué au ministère de l'Environnement ou au ministère de la Faune et des Parcs. Et il reste encore trop en retrait en termes de réglementation, ce qui ne suggère pas aux entreprises pour l'instant qu'il y a un marché d'avenir dans la préservation de la biodiversité. Donc il faut encourager ça, et il y a des signes encourageants qui émergent avec le lancement des coalitions dont je vous ai parlé, des initiatives qui affichent une forte ambition de transformation des modèles d'affaires. Et aussi, pour concrétiser ces engagements, il y a des outils donc de plus en plus nombreux qui se développent pour servir de standard de bonnes pratiques et sur la redavabilité qui passe par des méthodes efficaces de mesure de l'empreinte de biodiversité. Et cette dernière-là, cette mesure, c'est vraiment un enjeu majeur sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à parcourir pour assurer que les entreprises constituent un soutien effectif à la mise en œuvre des objectifs mondiaux sur la biodiversité pour l'après-2020. Et ça va être l'objet de mon prochain balado. Donc le balado numéro 4, on va plus investiguer ces indicateurs un peu plus dans un contexte un peu plus technique. Alors je vous dis à la prochaine, c'était Vanessa Vieira et amicalement vôtre.